Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques. Un mercredi sur 2, j'y fais aussi un tirage de mon oracle que je commente spécialement avec un mini podcast audio exclusif. Un doux moment d'introspection, toujours accompagné d'un rituel. Alors pour rejoindre cette aventure et vous abonner gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur notre site métamorphospodcast.com. Vous y trouverez dès la page d'accueil un encart d'inscription. Alors à très vite dans votre boîte mail les amis. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. S'accomplir, changer, être à sa juste place, saisir les opportunités, nous y aspirons tous. Pourtant, que ce soit dans le domaine familial, amical ou professionnel, on sent parfois que quelque chose nous retient. Et s'il fallait s'affranchir de personnes, d'engagements ou de liens qui nous nécrosent? Et si trahir était parfois bon pour nous et pour ceux qui nous entourent? Philosophe et psychothérapeute spécialisée dans les relations familiales, mon invitée du jour est directrice du conseil scientifique du Centre d'études cliniques des communications familiales. Son dernier livre, Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi, chez Robert Laffont, révolutionne notre conception des relations interpersonnelles et nous allons voir avec elle comment être un traître éthique. Alors vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets, pour devenir pleinement qui nous sommes. Bonjour Nicole Prieur. Bonjour Anne. Alors, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans Métamorphose. Et est-ce qu'on peut peut-être commencer par l'étymologie de ce mot « trahir » ? Parce que c'est vrai que quand on parle de trahison nécessaire, c'est un mot tout de suite « trahir » qui fait peur dans l'inconscient collectif. Tout à fait. Les trahisons font peur parce qu'on ne les connaît pas toujours. Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, mes recherches ont commencé par une recherche étymologique. Vous savez, c'est une habitude de philosophe. On va toujours regarder un petit peu l'étymologie des concepts sur lesquels on veut travailler et on veut réfléchir. Et j'ai trouvé d'emblée, toute la complexité des choses dans cette étymologie. Parce que le verbe trahir vient du verbe latin tradere. Et à l'origine, tradere ne signifiait pas forcément le changement, le passage d'un camp ennemi à un autre. Cela voulait dire seulement passer d'un endroit à un autre. Donc cela signifiait une question de mouvement, de déplacement. Un passage, oui. De passage d'un état, d'un lieu à un autre, sans connotation morale. Mais là où c'était étonnant, et j'ai envie de dire fascinant, c'est que tradere a aussi donné tradition. Et là, c'est intéressant, parce que justement, on va retrouver un petit peu le sens que je donne à la trahison éthique, c'est-à-dire que trahir, passer d'un endroit à un autre, va aussi de pair avec reconnaître la tradition et reconnaître finalement d'une manière plus large d'où je viens. Et je crois que ces deux mouvements, passage et reconnaissance, me semblent être importants dans notre développement personnel. Et vous dites, il y a trahison dès qu'il y a relation, comme ça on pose tout de suite les choses. Et la trahison fait partie intégrante de toutes nos relations. Et c'est vrai que même s'il est connoté négativement, et on va le voir, votre ouvrage, et ce que vous dites est incroyablement déculpabilisant, mais il y a vraiment cette notion de toute relation finalement sera potentiellement trahie d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Parce que dès qu'il y a relation, il y a attente et il y a projection. Et dès qu'il y a attente, j'ai envie de dire, les choses sont à la fois bien engagées, parce que sans attente mutuelle, il n'y a pas de lien. Mais dès qu'il y a attente également, on ne peut pas répondre aux attentes qui sont posées sur nous, qui sont portées sur nous. Et on ne peut pas correspondre non plus à
toutes les images qui sont projetées sur nous. Donc, dès qu'il y a relation, et j'ai envie de dire, plus la relation est proche, plus il y a d'attente, plus il y a nécessairement de la projection, parce que l'amoureux représente toujours beaucoup plus que l'amoureux en tant que tel, comme nos enfants représentent toujours beaucoup plus que nos enfants. Dès qu'il y a donc cette proximité dans la relation, on peut imaginer qu'effectivement, on ne peut jamais répondre aux attentes de l'autre. Oui, c'est sûr. Et vous dites aussi que grandir, c'est trahir. Est-ce qu'elle est une voie pour notre liberté, vraiment, vous parliez de passage, de rupture avec l'ancien, de passage à un autre cycle, quelque part, hein, nous sommes des êtres cycliques, et de passage à autre chose. Tout à fait, tout à fait. Pour moi, grandir, c'est vraiment la base, et c'est vraiment, alors là, ma longue expérience de thérapeute auprès d'enfants, d'adultes et d'adolescents, qui m'ont vraiment fait comprendre aussi l'importance de ce processus de trahison pour grandir. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui venaient me voir, qui avaient envie de faire un travail thérapeutique, étaient littéralement encombrés, littéralement, j'ai envie de dire, sclérosés, et se trahissaient eux-mêmes finalement, parce qu'ils se sentaient en très grande loyauté vis-à-vis de personnes ou d'attentes qui les emmenaient loin de ce qu'ils pouvaient être et loin de ce qu'ils pouvaient réaliser. C'est-à-dire que trahir est nécessaire à un moment donné quand vous êtes, j'ai envie de dire, embarqué dans des loyautés qui sont néfastes pour vous, dans des loyautés qui vous amènent à ne pas pouvoir développer, accomplir ce qui est important pour vous. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, grandir, c'est trahir, parce que à un moment donné, il est nécessaire de trahir certaines déloyautés et être dans une certaine forme de déloyauté pour ne pas se trahir soi-même. C'est ça. Alors c'est vrai qu'évidemment, ça fait aussi référence à l'inconscient, parce que parfois on a des loyautés inconscientes. On pense en particulier à nos familles ou à notre transgénérationnel. En psychogénéalogie, c'est aussi pas mal étudié. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en conscience ? Et vous donnez des clés principales pour constituer, comme vous dites, un peu un trousseau et ainsi grandir. Déjà, est-ce qu'on peut peut-être les passer en revue ? Oui, alors grandir pour moi, avant même de parler des loyautés invisibles, celles qui sont effectivement les plus inconscientes, qui s'enracinent dans une histoire familiale dont on ne connaît peut-être pas toujours les personnages et qui pourtant pèsent sur notre propre histoire et un petit peu la condamnent quelque part à la répétition. Vraiment, pour moi, la première des choses qui est importante pour grandir, c'est d'accepter déjà cette déloyauté. Dans une famille, il y a ce que j'ai appelé le lien éthique de la famille. C'est-à-dire que dans une famille, tout commence par un don. Et par des dons, pas seulement les dons de la vie, mais également des dons d'amour, des tuteurs de développement, etc. Alors, dans ce que j'appelle dons, il n'y a pas que du positif. Il y a aussi, on reçoit aussi la névrose familiale. C'est tout le paquet cadeau, quoi. Tout le paquet cadeau, du bon et du moins bon. Et on ne peut pas faire le tri, on ne sait pas ce que l'on donne en tant que parent et on ne sait pas ce qu'on reçoit en tant qu'enfant. Mais les dons, d'emblée, instituent des dettes. Et les dettes vont engager des loyautés. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, au nom de tout ce que je reçois, je suis en dette, mais aussi en loyauté. Je dois répondre aux attentes de mes parents. Et je crois que grandir, c'est déjà accepter que je ne serai jamais le fils, la fille idéale, parfaite de papa, de maman, de ma grand-mère, etc., etc. C'est déjà accepter que finalement, ces déloyautés sont inévitables. Ensuite, je pense qu'il y a une deuxième étape, c'est qu'à un moment donné, grandir, c'est aussi accepter que nos parents n'ont pas été les parents parfaits que nous aurions voulu qu'ils soient, et c'est ce que j'appelle solder les comptes. À un moment donné, il est important aussi d'accepter que nos parents ne peuvent pas nous donner ce qu'ils n'ont pas pu nous donner quand nous étions enfants. Et du coup, accepter que eux aussi n'aient pas pu être toujours à la place de là où je les attendais. Et donc, il y a comme une espèce de libération dans la relation parce qu'on n'attend plus de l'autre ce qu'il ne peut pas nous donner. Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous prenez cet exemple d'Alain que j'avais noté, 25 ans, qui était en échec scolaire jusqu'à la 3e. Oui.
Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple. En fait, il faisait tenir en fait le couple de ses parents à travers son échec scolaire, en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors là, effectivement, je parle de déloyauté. J'ai parlé de déloyauté jusqu'à présent par rapport aux attentes, mais il y a aussi, justement, on entre un petit peu plus dans les attentes un petit peu implicites et inconscientes. C'est, en tant qu'enfant, nous avons toujours une fonction inconsciente dans le couple de nos parents, des missions quelquefois impossibles à réaliser, c'est-à-dire là, dans le cas d'Alain, c'était effectivement d'être un trait d'union, de tenir les parents ensemble, c'est-à-dire que quelquefois, combien de fois, d'ailleurs je l'ai vu, des enfants se mettent en difficulté, se mettent justement en difficulté scolaire, entre autres, mais pas seulement, peuvent manifester des angoisses, devenir agressifs, parce que pendant que les parents s'occupent de cette difficulté de l'enfant, ils continuent à être ensemble. C'est-à-dire que l'enfant, là aussi on voit, l'enfant quelque part sacrifie son propre développement, son propre accomplissement pour se donner la mission. Peut-être que c'est une mission que les parents ne lui ont pas demandé, mais pour être considéré comme le bon enfant de ses parents, il a peut-être imaginé d'être à cette place, le mauvais enfant, de manière à ce que les parents s'intéressent à lui et restent réunis autour de sa problématique. C'est ça. Un dernier point peut-être pour ce fameux trousseau, vous parlez aussi de dépasser la culpabilité qu'engendre la trahison. Tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est quand même pas évident parce que c'est vraiment l'idée de tuer le père et la mère dans l'inconscient. J'écoutais d'ailleurs une petite anecdote. Une personne me parlait l'autre jour et me disait combien, à un moment donné dans sa vie bébé, ses parents en fait ont été un peu défaillants sur un point. Voilà. Et tout de suite, cette personne disait « Mais ils sont très bien, mes parents. Ce sont des gens très, très bien. Enfin, je les adore et je leur en veux pas. » Et je voyais bien, à travers ces mots, la loyauté. Et c'est ça. De ne pas pouvoir dire, en fait, pleinement. Ils ont fait cette chose-là qui a été douloureuse pour moi à ce moment-là. Mais il y a tout, en fait, qui vient dans le paquet, comme on disait tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. Effectivement, cette loyauté, on ne se rend pas compte à quel point elle nous relie à nos parents, mais quelquefois, elle nous enferme et encore une fois, elle nous prive d'une certaine liberté. Quelquefois aussi, une autre manifestation de cette loyauté invisible, c'est que je vais m'interdire quelque part, par exemple, de réussir en couple parce que mes parents n'ont pas réussi leur propre couple, parce que mes parents ont été malheureux en couple, donc je vais m'interdire, donc c'est encore autre chose que la culpabilité, je vais m'interdire, évidemment inconsciemment, tout en recherchant le grand amour, je vais m'interdire de réussir là où mes parents n'ont pas pu réussir. Comme si, effectivement, je ne pouvais pas m'autoriser à être quelque part plus heureux qu'eux-mêmes. Et alors, c'est vrai que ça représente dans le cursus thérapeutique des patients cette culpabilité à dépasser, cette autorisation à se donner, ça représente souvent un moment très émouvant. Tout le monde veut se libérer, tout le monde veut aller mieux, mais à un moment donné, quand il faut justement faire le deuil de ses parents fragiles, les accepter comme tels, accepter, comme on disait tout à l'heure, de ne plus leur demander ce qu'ils ne peuvent pas nous donner, je veux dire, accepter la réalité de l'autre, accepter effectivement que je vais rester avec des manques, et que je vais quelque part finalement continuer à vivre avec les défaillances de mes parents. Si on accepte effectivement, et même que si on donne du sens à la défaillance de nos parents, si on la comprend plutôt que de leur en vouloir, à ce moment-là, on va vers une grande réconciliation. Et à ce moment-là, il y a ce que j'appelle le traître éthique, c'est-à-dire que oui, je vais me situer en dehors des missions impossibles, oui, je vais m'accepter comme déloyale, oui, je vais accepter que mes parents n'aient pas pu me donner ce que j'attendais, oui, je ne suis pas un bon enfant, mais je me reconnais comme traître et déloyale, mais surtout, je reconnais ce qu'ils m'ont donné quand même, au-delà de leur fragilité.
car sauf dans les situations vraiment très pathologiques, on a toujours reçu quelque chose d'un peu positif de nos parents. Et pour moi, grandir, c'est changer justement de regard, c'est ne plus regarder vers les manques de notre enfance, mais regarder vers ce que j'ai reçu, même si ce n'était pas forcément ce que j'attendais. C'est ça. C'est important aussi d'être légitimé dans cette démarche, être accompagné, et puis évidemment de le mettre en conscience, mais aussi il y a quelque chose qui passe par le corps à ce moment-là. Tout à fait. Alors si vous voulez aussi ce que je démontre dans mon livre, je n'en parle pas directement, mais c'est vraiment sous-tendu par ma pratique de l'hypnose. J'ai une pratique qui, comme elle est longue dans le temps, j'ai connu l'approche psychanalytique, l'approche systémique et je travaille beaucoup avec l'approche de l'hypnose. Et l'hypnose, effectivement, permet un travail au niveau des émotions profondes, au niveau de notre corps et au niveau de notre manière de nous placer dans le monde. Et justement, l'hypnose permet ce travail non seulement d'élaboration, parce que dans le travail d'hypnothérapie, on élabore toutes ces missions impossibles, on les met en conscience, on les met en mots, mais à un moment donné, effectivement, dans un exercice, quelque part, on invite notre corps à ne plus être l'enfant qui continue à entendre et à attendre finalement les bienfaits de ses parents. On s'autonomise vis-à-vis de nos attentes, vis-à-vis de nos parents. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment, pour reprendre l'étymologie du mot tradéré, on se déplace pour mieux se replacer et pour enfin trouver notre place. Et l'hypnose apporte, j'ai envie de dire, un complément de travail thérapeutique, et c'est vraiment, et les gens, quand ils arrivent au bout du chemin, on n'y arrive jamais tout à fait, mais en même temps, il y a des accomplissements qui sont extraordinaires, ressentent comme une grande cohérence et comme une grande, finalement, harmonie, non seulement avec leur environnement, mais finalement, ils acceptent, et je trouve ça formidable, ils acceptent leur famille avec tous les défauts qui sont évidents et dont ils ont subi les conséquences, mais ils ne portent plus la négativité de ces défauts-là. Est-ce que c'est important de le communiquer à ce moment-là à son entourage, par exemple s'il s'agit d'un travail vis-à-vis de ses parents, de pouvoir partager ça, ou c'est un travail de soi à soi plutôt ? C'est avant tout un travail de soi à soi. Si vous voulez, là aussi, à la fois l'hypnose, à la fois ce travail sur les trahisons, sur les déloyautés nécessaires, qui ne nous empêchent pas, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être reconnaissant de ce que l'on a reçu. C'est cette tension-là qui me semble importante. Oui. Se libérer de déloyautés inutiles et morbides quelque part, mais reconnaître quand même. Quand on fait ce travail-là, c'est vraiment une rencontre avec soi-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est vraiment face à ce qui est le plus important pour soi. On est face, alors je n'aime pas le mot d'authenticité parce qu'il est un peu galvaudé, oui, mais on est quand même face à soi et on est de plus en plus à la recherche, mais même à la mise en œuvre d'une authenticité. C'est-à-dire qu'on ne va pas se libérer des loyautés négatives pour être contre ses parents, mais pour aller de plus en plus vers soi. Alors effectivement, c'est avant tout un travail, j'ai envie de dire, personnel, de soi à soi, une rencontre de soi vers soi, et j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de le signifier par des mots aux parents. En général, il y a quelque chose qui passe à travers notre comportement. On est déjà plus détendu dans les rencontres familiales, on est déjà plus souriant, il y a quelque chose qui se passe, souvent même, j'ai un regard systémique à ce moment-là, oui, souvent même ce développement de soi, cette autonomisation de soi engendre des changements dans la famille. Quand je change, l'autre change, c'est vraiment exactement, ça. Exactement. Et j'ai envie de dire, quelquefois je prends l'image, ça ouvre les fenêtres de la famille, et il y a souvent des changements aussi très libérateurs et très puissants et très profonds qui vont se faire aussi au niveau des parents. Et je trouve que ça, c'est très rassurant parce que parfois, on peut entendre effectivement dans des familles ou dans des systémies quelqu'un qui dit « j'en peux plus de cette personne qui ne change pas et qui c'est dur pour moi ». Et de s'apercevoir que si je bouge, même si je ne suis pas forcément le fautif de cette situation, là n'est pas la question, mais que si je bouge, l'ensemble en systémie va bouger.
C'est clair, c'est clair. Et ce qui se passe de très profond, je crois qu'on peut justement le comprendre et le mettre en mots au moins pour ça, c'est-à-dire pour soi déjà, si je n'attends pas de l'autre, des choses qu'il ne peut pas me donner, si je n'attends pas qu'il soit à une place, dans une fonction qu'il ne peut pas assumer, je le libère. Et je l'accepte tel qu'il est. Et cette acceptation mutuelle et réciproque va évidemment, très simplement, sans même qu'on ait besoin de s'appesantir avec trop de mots et trop de paroles, ça va effectivement apaiser les relations. J'accepte l'autre, il y a une acceptation très profonde de l'autre. C'est pour ça aussi que je parle de trahison éthique. C'est-à-dire que contrairement à la première impression que l'on peut avoir de peur par rapport à la notion de trahison, quand tous les cheminements se font tranquillement, à ce moment-là, on va vraiment vers un grand respect mutuel. Bien sûr. Alors, pourquoi c'est encore si fréquent, finalement, au XXIe siècle, de se trahir soi-même comme ça ? Quels pourraient être les signes qu'on est encore dans ces loyautés inconscientes, puisqu'elles sont inconscientes, parfois elles ne sont pas toujours vues comme telles, et nous mettre un peu la puce à l'oreille, qu'est-ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi qui pourrait nous donner une indication, des indications ? Oui, alors moi je pense à plusieurs phrases de plusieurs personnes que j'ai eues en thérapie. Ça peut être un sentiment de se trahir dans le couple, parce qu'on ne conscientise pas et on ne met pas, comme on a peur du mot trahison, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, comme on n'est pas familiarisé avec le positif possible de la trahison éthique, on ne met pas le mot juste. On exprime quelquefois cette trahison de soi sans mettre le mot juste. Et du coup, on ne se donne pas déjà les moyens de s'en sortir. Alors, comment se manifeste cette sensation de se trahir, cette réalité de se trahir ? D'abord, on a l'impression qu'on n'a plus de désir. On a l'impression qu'on n'existe plus. On ne se sent plus vivant. Et on manifeste, on a des angoisses. On a l'impression qu'on a tout. Combien de fois j'ai entendu ça ? J'ai tout dans la vie et pourtant, j'ai l'impression de passer à côté de ma propre existence. On a vraiment le sentiment de se glisser dans le désir des autres, de devenir l'ombre de soi-même, parce qu'effectivement, on a voulu répondre aux demandes des autres, et on ne sait plus ce que l'on souhaite, on ne sait plus ce que l'on désire. Il y a comme une espèce de perte, si on peut dire, de tissu intérieur, de consistance intérieure. Il y a quelque chose qui s'institue comme du vide en soi. Et c'est extrêmement douloureux, et c'est extrêmement ravageur, et comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut aussi engendrer de la culpabilité, ce qui n'arrange rien. Et c'est vrai que souvent, on a besoin d'une rencontre, qu'elle soit thérapeutique ou autre, pour pouvoir mettre des mots, pour dire « je suis en train de me trahir, je suis en train de passer à côté de beaucoup de potentiel que je pourrais mettre en œuvre dans ma vie ». Et quelquefois, effectivement, c'est soit une rencontre thérapeutique, soit une rencontre résiliente qui va nous permettre de mettre les mots justes et de repartir sur le chemin de notre vitalité. Oui, vous dites que parfois on ressent comme un fossé interne entre le soi que nous voudrions être et celui qui agit et se manifeste en réalité, qui est aussi soi, de toute façon. Oui, tout à fait. Et c'est aussi soi, le soi qui se réalise, même s'il n'est pas tout à fait conforme à celui que nous voudrions. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'intérieur de moi, il y a toujours un hiatus entre ce que j'aimerais être et ce que je suis. Et ce hiatus-là n'est pas forcément négatif, il peut être justement moteur, il peut être effectivement quelque chose qui me met en mouvement et en énergie pour aller chercher qui je suis et qui j'ai envie d'être. J'ai envie effectivement, pour manifester le meilleur de moi-même au fur et à mesure. Donc, ce hiatus-là n'est pas forcément négatif à partir du moment où il y a toute une partie de moi avec laquelle je suis réconciliée et dans laquelle je me reconnais. Quand je ne me reconnais plus dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans ce que je mets en œuvre, dans mon couple, dans mon travail, avec mes amis, à ce moment-là, effectivement, il y a
pas seulement un hiatus, il y a une déchirure et il y a presque quelquefois du clivage entre vraiment la personne que je suis obligée d'être quelque part au nom des désirs des autres et celle à laquelle j'aspire. Et on a le sentiment d'une perte de soi qui est vraiment très douloureuse. Pouvant aller dans certains cas jusqu'à la maladie. Vous donnez, alors votre livre est truffé d'exemples, mais là cet exemple, cette histoire de Muriel qui est victime d'un ulcère à l'estomac. Tout à fait, oui. Et qui n'assume pas ses études. Elle est brillante et elle a une mère qui est illettrée, elle est issue de l'immigration et du coup, il y a ce conflit inconscient en elle. Très inconscient. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant dans cet exemple de Muriel, comme d'autres exemples de personnes que je peux recevoir, qui ont quelque part agi déjà les déloyautés. C'est-à-dire que par rapport à leur milieu d'origine, que ce soit un milieu d'une autre culture, d'un autre niveau social, ils ont réussi à faire des études, ils s'en sortent plutôt bien sur le registre de l'étude, de l'intégration, etc. Donc, ils ont déjà agi quelque part une forme de déloyauté en n'étant pas finalement complètement dans la ligne directe de l'histoire familiale. Mais souvent, ils ne s'acceptent pas comme traîtres. Ils disent « j'ai l'impression d'être étranger à ma famille et je ne l'assume pas ». Alors je travaille avec eux, oui vous êtes un traître, oui vous êtes effectivement déloyal, mais en même temps, est-ce que vous auriez pu faire autrement ? Où est votre vérité ? Où est votre moi le plus profond ? Et là, les patients se mettent à réfléchir, à ressentir les choses au plus profond d'eux. Ils disent effectivement, je n'aurais pas pu faire autrement que ce que j'ai fait. Donc c'est là où je travaille, que le fait que ce cheminement qu'ils ont fait, ce n'est pas contre leur famille, mais c'est vraiment dans un chemin d'accomplissement personnel. Oui, c'est trahir pour ne pas se trahir, c'est votre fameuse phrase. Vraiment, voilà, trahir pour ne pas se trahir et accepter effectivement sans culpabilité la différence que nous mettons en place avec nos parents. Et j'ai envie de dire, là aussi, pour aller jusqu'au bout de la trahison éthique, accepter qu'effectivement, je ne pourrais pas rendre à mes parents et le rendre à la hauteur de ce que j'ai reçu, mais je vais pouvoir aussi instituer quelque chose d'éthique si moi, à mon tour, j'arrive à donner à d'autres générations, à d'autres personnes. Et justement, Muriel, comme ces personnes qui ont du mal à s'accepter comme traîtres, à se culpabiliser, je les mets face à leur réalité, et leur réalité, c'est justement d'avoir suffisamment grandi, avoir fait des études suffisamment brillantes ou importantes pour bien s'intégrer, et à partir de là, ils vont pouvoir donner à leur tour à la fois ce qu'ils ont reçu de bon de leurs parents et ce qu'ils n'ont pas reçu aussi de la part de leurs parents. Donc il y a une espèce de mouvement vers, j'ai envie de dire, de mouvement de don, et un mouvement finalement qui vient diffuser des choses importantes que l'on a quand même reçues ou que l'on a envie de donner à son tour. Oui, c'est très équitable en fait quand on vous écoute. Il y a vraiment quelque chose qui est juste. Tout à fait, tout à fait. Et justement, l'équité aussi, c'est important ce que vous dites, cette notion d'équité, parce qu'on voit bien que y a des choses qui sont complètement inégales dans la famille. On donne sans savoir ce que l'on donne, on reçoit, on ne sait pas ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, etc. Il y a une forme d'inégalité. On n'est jamais quitte dans les comptes familiaux, mais l'équité, justement, à mon sens, et là, ça apaise vraiment les patients qui viennent me voir, qui donc acceptent d'avoir trahi, qui acceptent de dépasser leur culpabilité, qui acceptent d'être dans la gratitude vis-à-vis de leurs parents, le cheminement finalement qu'ils font aussi, et je pense que c'est une façon de donner, de rendre quelque chose à nos parents malgré leur fragilité, c'est un peu en lien avec le 5e commandement, tu honoreras ton père et ta mère, et j'avais entendu un commentaire qui expliquait que honorer en hébreu veut dire se dit kavod, et ça veut dire lourd. Finalement, je pense que là aussi, on est vraiment dans un cheminement éthique.
quand on rend lourd, c'est-à-dire quand on donne du poids à la fragilité même de nos parents. C'est-à-dire quand on finit par comprendre et par accepter et à donner du sens et de la valeur finalement à leur manquement même. Et le commentaire que j'avais entendu, c'était à partir du moment où on donne du sens, où on donne du poids finalement à leur fragilité, je n'ai plus besoin de la porter. Et du coup, je me libère encore plus de ces loyautés invisibles qui n'arrangent personne. Oui, puis ça va aussi plus loin, même quand ils peuvent vieillir, par exemple, de dire parfois, c'est vrai qu'on voit ses propres parents prendre des décisions qui ne seront pas forcément été les nôtres. Et pour les protéger, en fait, on cherche peut-être parfois à forcer la main sur certaines choses, alors que finalement, c'est aussi de leur responsabilité. Tout à fait. C'est effectivement, et là c'est vrai que ça se passe quand les parents sont vieillissants. Il se passe beaucoup de choses quand les parents sont vieillissants. Quelquefois, on change de place, on devient le parent de nos parents, et quelquefois ça peut être un moment soit où finalement on peut être dans une forme de vengeance. Notre parent est fragile alors qu'il nous avait toujours terrorisés, et on peut avoir tendance à être très réactif par rapport à ça et un petit peu à vouloir prendre finalement un pouvoir sur lui. Ou au contraire, on peut vouloir trouver auprès de lui une forme de reconnaissance que nous n'avons jamais eue. Alors on va s'escrimer, j'allais dire, on va se tuer, aller le voir tous les jours, et on n'aura pas la reconnaissance. Et du coup, on risque d'être malheureux, d'être encore déçu. Je pense qu'effectivement, là aussi, reconnaissons que même un parent vieillissant, même un parent, je veux dire, fatigué, un petit peu à la fin de sa vie, un petit peu en perte d'autonomie, respectons-le quand même dans sa dignité. Ne perdons jamais la part de dignité qu'un être humain a, même dans sa fragilité. Intéressant, vraiment. Alors c'est vrai que la famille est ce lieu, nos premières souffrances, à la fois de nos grandes joies, mais aussi nos premières souffrances. Pourquoi est-ce qu'en particulier c'est si compliqué la famille ? Et vous parlez de 3 catégories de trahison familiale. Peut-être qu'on les balaye rapidement, comme ça donnera une idée de où est-ce qu'on peut se situer. Tout à fait. Alors, c'est vrai que cela aussi m'a semblé très intéressant à partir de ce que j'entendais de la part des patients. Les premières trahisons, comme tout le monde, auxquelles on pense, ce sont les trahisons destructrices, les trahisons que l'on subit et qui sont vraiment des raz-de-marée dans notre existence. Ceci étant dit, ça peut être des raz-de-marée, mais en même temps, on peut en faire des occasions de renaissance. Je veux dire, je donne pas mal d'exemples aussi qui mettent en évidence que après des sinistres terribles dus à des trahisons subies, on peut aussi repartir complètement très puissant dans la vie et finalement s'ouvrir vers de nouveaux possibles et de nouvelles possibilités. Donc il y a effectivement les trahisons auxquelles on pense, parce que ce sont les plus spectaculaires, les plus douloureuses, celles que l'on subit. Mais il y a aussi toutes les trahisons que l'on agit malgré soi, à son insu, encore une fois inconsciemment, qui nous amène malgré nous à trahir nos enfants, à trahir les gens que l'on aime le plus, sans nous en rendre compte et avec les meilleures intentions du monde. Et cela, je m'en suis rendu compte quand j'ai reçu des enfants, des adolescents meurtris, blessés, très extrêmement fragilisés, dans des familles très aimantes, mais qui leur demandait des choses impossibles à ces enfants. Et donc, on retrouvait les loyautés impossibles, les missions impossibles dans lesquelles on place un enfant sans en avoir conscience. Et quand vous dites des choses impossibles, par exemple, qu'est-ce qui... Par exemple, c'est demander à un enfant, comme vous repreniez l'exemple tout à l'heure d'Alain, par exemple, ou du petit garçon, prendre l'exemple, demander à un enfant d'être celui qui va justement compenser les blessures que moi-même j'ai pu ressentir. Une injonction inconsciente. Voilà, une injonction inconsciente. Quand je demande à un enfant, ou quand je place un enfant comme étant mon soutien existentiel. Sans toi, mon fils, je ne peux pas exister. Donc, on fait porter à un enfant un poids qui n'est pas de son rôle. On le met à une fonction qui quelquefois, qui le dépasse, qui l'écrase, de vouloir nous sauver ou de réparer ce que nous n'avons pas eu.
hein. D'où l'importance de solder des comptes en tant qu'adulte, hein. Donc, quelquefois, le traître, ce n'est pas toujours l'autre. On trahit quelquefois les personnes que l'on aime le plus au sein des meilleurs sentiments et avec les meilleures intentions. Et là aussi, vous allez me dire comment on s'en rend compte. Déjà, être conscient que nous pouvons faire du mal à ce que l'on aime sans nous en rendre compte. Et comment être attentif à ça? C'est en prenant en compte leur souffrance, en prenant en compte un certain nombre de symptômes. Vous savez, pour un psy, le symptôme, ce n'est pas un problème à partir du moment où on peut répondre et on peut essayer de comprendre à quoi il répond. C'est-à-dire qu'un symptôme, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Donc, c'est une porte d'entrée pour comprendre et pour aller puiser et chercher quel est le vrai problème. Et après, évidemment, on s'arrange, une fois qu'on a trouvé le vrai problème, à trouver une meilleure réponse au problème. Donc, deuxième sorte de trahison, les trahisons que l'on agit sans s'en rendre compte, parce que l'on demande à notre enfant d'être à une place qui n'est pas la sienne. Troisième trahison, c'est justement les trahisons que nous faisons à notre encontre, c'est-à-dire nous trahir nous-mêmes. Et combien de fois, là, dans les couples, j'ai pu le reconstater, on se trahit parce qu'on a tellement besoin de la reconnaissance de l'autre. On a tellement besoin d'être aimé, d'être soutenu identitairement, moralement par l'autre, que je vais me glisser dans ses désirs, que je vais me fondre et me perdre dans les désirs de l'autre. Et combien de fois j'ai entendu des femmes, et même des hommes, dire « plus je voulais devenir ce qu'elle me demandait, ce qu'il me demandait d'être », plus il était violent envers moi et moi je me retrouvais dans ce que j'étais. Donc il y a une perte à la fois de la relation et une perte à la fois de soi-même. Et il est important de mesurer que la trahison, ce n'est pas seulement l'acte violent qui est spectaculaire et que l'on peut identifier. Il y a plusieurs formes de trahison. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de la sexualité des femmes. Et là, je lisais, je crois que c'est France Inter qui avait parlé de ça avec Maya Mazorette, qui disait que beaucoup de femmes encore déclarent simuler le plaisir, en fait, pour faire plaisir à leur compagnon. Ça, typiquement, c'est une trahison vis-à-vis de soi. Tout à fait, parce que là, on parlait tout à l'heure d'un hiatus en soi, comme une faille en soi. Là, on est obligé, on triche avec soi-même. On triche avec le compagnon, bien sûr, mais on triche aussi avec soi-même. On se glisse dans un personnage qui n'est pas nous. Et du coup, ça nous fragilise extrêmement. Il y a vraiment une blessure, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On ne peut plus avoir confiance en soi. On ne peut plus avoir une belle image de soi. Et donc il y a un engrenage. Moi, j'ai une belle image de moi parce que je me trahis, plus je me laisse être trahi. Et du coup, je n'ai plus la force de résister et je n'ai plus la force de dire non. Et là aussi, au fond, sur le fond du fond, ce que je travaille avec les patients, qui viennent très fragilisés dans ce cas-là, je travaille la question de la confiance en soi. Qu'est-ce qui est puissant en vous? Qu'est-ce qui fait sens en vous? Qu'est-ce qui est profond en vous? Retrouvez votre propre consistance. Et là, si je repense à des exercices d'hypnose, c'est à la fois donc un travail d'élaboration et un travail, par exemple, grâce à l'hypnose, comme par exemple un exercice, on utilise beaucoup de métaphores en hypnose, un exercice de l'arbre, où on amène le patient à se sentir comme un arbre, à sentir finalement cet enracinement, cette stabilité, cette droiture et surtout cette consistance, cet ancrage. Et ça, c'est quelque chose qui aide les personnes à ne plus se laisser trahir et à ne plus se trahir soi-même. Donc un grand respect d'elle-même. C'est ça. Et les couples viennent souvent, vous voyez des gens en thérapie qui viennent en couple pour parler de ces trahisons, ou c'est plutôt une démarche individuelle ? C'est plutôt une démarche individuelle. C'est vrai que quand les couples viennent ensemble, c'est plutôt pour parler des infidélités, mais on comprend bien que l'infidélité est une véritable trahison
évidemment agit et subit des deux côtés, mais elle n'est pas la seule forme de trahison. Et du coup, effectivement, ce dont on parle, c'est souvent une démarche individuelle, mais là encore, comme nous le disions tout à l'heure pour la famille, c'est une démarche individuelle qui a une conséquence et qui introduit des interactions nouvelles dans le couple. En général, plus un homme ou une femme va se redresser, va oser s'affirmer dans son individualité, dans sa singularité, cela va changer la dynamique du couple. Si le couple est suffisamment souple et si le couple est suffisamment solide, à ce moment-là, c'est quelquefois une invitation à l'autre à devenir de plus en plus lui-même, à accéder à sa singularité. Et là, on voit effectivement des couples qui évoluent ensemble, mais quelquefois, malheureusement, l'évolution de l'un fait rupture et il y a un des partenaires qui ne peut pas la supporter, qui ne peut pas vivre de cette manière-là, et ça introduit quelquefois une séparation. Alors, autre lieu d'expérimentation de la trahison, c'est évidemment au travail. Comment est-ce qu'on peut trouver sa place alors que le travail, on aimerait bien que ce soit une ressource de bien-être, évidemment. Bien on sûr, y passe 8, 9 heures, 6 heures par jour, que sais-je. Et on a l'impression parfois que si je veux prendre ma place dans le travail, c'est ce que vous dites, je ne peux le faire qu'en trahissant certaines de mes valeurs. Et c'est aussi à l'opposé de ce qu'on a envie d'être. Donc on est toujours tiraillé entre ce que Franck Lobvet appelle « je cherche à être la bonne personne », entre guillemets, l'image que j'ai de moi-même et que je veux projeter, et en réalité, ce qu'il faudrait faire peut-être pour être à ma juste place, y compris au travail. Et oui, c'est vrai que le travail est une des sources de fragilité et de souffrance de plus en plus importante parce que justement, on ne se sent pas toujours en accord avec les valeurs de notre entreprise, avec les manières le management, avec même la manière dont je dois me comporter avec les collègues, etc. C'est vrai que dans mes consultations, la part de la souffrance au travail est extrêmement grande aussi. Et là aussi, il n'y a pas de doute, il faut pouvoir vivre avec cette forme de trahison de soi, parce qu'il y a une réalité économique. Je ne peux pas toujours changer de travail, je ne peux pas toujours trouver un travail qui a du sens pour moi, donc je suis obligée de faire avec une certaine réalité. Là, il n'y a pas de doute, on va travailler ensemble en cours de la thérapie. Le fait que ce travail ne m'entame pas, ne vient pas forcément m'enlever les valeurs auxquelles je tiens, et on va essayer de trouver comment justement trouver à l'extérieur de ce lieu de travail des moyens de réaliser quand même ce qui est important. C'est-à-dire que essayons de faire que ce travail qui me met en porte-à-faux avec une partie de mes valeurs n'entame pas ma confiance en moi et me permet quand même de tenir debout, d'autant plus que j'aurai à l'extérieur, avec mes amis, dans des engagements associatifs, des moyens de pouvoir exprimer ce qui fait sens pour moi. C'est-à-dire que cela demande effectivement un effort important, mais qui est nécessaire à mon sens, de ne pas perdre de vue nos valeurs, parce que c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous donne notre consistance, ce à quoi on croit, le sens que l'on a envie de donner à notre vie, et donc de trouver des moyens à l'extérieur du travail pour les réaliser, pour les accomplir. Cela me semble être important, et c'est dans ce sens-là que j'invite mes patients à aller. Oui, alors vous engagez, c'est vraiment un formidable espoir, à oser désobéir. Évidemment, pas forcément en faisant n'importe quoi, c'est-à-dire du jour au lendemain dire, parce que certaines personnes pourraient entendre en disant dis donc, ça résonne vachement, moi je vais tout plaquer, en fait, je suis en train de me trahir depuis toujours, et c'est pas ok, et basta. Voilà, avoir des réactions peut-être un peu violentes, entre guillemets. Alors, c'est vrai qu'effectivement, ne pas se trahir, et comme je le dis, et trahir pour ne pas se trahir, il ne s'agit pas de trahir de n'importe quelle manière. J'ai une formule que
que j'aime bien parce qu'elle montre, à mon sens, bien clairement cette tension dans laquelle on est. Et quand je parle de tension, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire quelque chose qui me maintient en vie, qui me maintient en éveil. La tension, en mouvement finalement, constant. Effectivement, je pense qu'il est important de mesurer que ces trahisons éthiques vont nous amener dans une tension qui n'a rien de négatif, qui nous maintient vivants, qui nous maintient en mouvement, qui nous maintient en éveil et qui nous maintient surtout dans le respect de l'autre comme dans le respect de soi. Et je pense qu'il y a une double question à se poser. À quoi dois-je renoncer pour respecter l'autre et à quoi ne dois-je pas renoncer pour me respecter moi-même? En tout cas, le bonheur pour vous, ce qui est important, c'est le bonheur de se sentir pleinement vivant. Et vous avez aussi cette formule, c'est entrer en cohérence avec soi-même, sachant que nous sommes des êtres de dualité, donc nous sommes à la fois cohérents et incohérents, puisque on a toutes ces voix qui parlent à l'intérieur de nous. Je peux être à la fois généreux et radin, etc., etc. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que c'est pour vous entrer en cohérence ? Alors ça, c'est une chose très importante. Et est-ce que c'est avec l'âge? Est-ce que c'est avec justement toutes les influences qui m'ont nourri, qui ont fait de moi ce que je suis? Je ne sais pas, mais je sais que ce qui est important, c'est que justement en moi, toutes les voix que j'ai pu entendre et qui ont été importantes, tout ce que j'ai pu avoir comme influence, que toutes ces voix-là dialoguent, même si elles ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que je fasse en moi un espace suffisamment large pour entendre justement à quel moment je peux être généreuse, à quel moment je restreins un petit peu ma générosité, etc. Faire un espace en moi où se conjugue, où s'articule, j'aime beaucoup le mot d'articulation, mes propres contradictions, mes propres fragilités, et finalement, et là aussi, c'est peut-être l'hypnose qui m'a permis ça, accepter tout de moi. C'est-à-dire que me prendre comme je suis. Il y a un exercice en hypnose que les patients adorent et que je fais souvent quand on approche un petit peu de la fin du travail. C'est un exercice qui leur permet d'intégrer l'idée « je suis comme je suis ». Point. Je suis. Et du coup, ce qui est étrange, alors on va me dire, finalement, si on s'accepte comme l'on est, on ne va pas bouger. Au contraire, à partir du moment où je prends acte, j'accepte, j'accueille mes propres fragilités comme ce qui va très bien en moi aussi, à partir du moment où j'accepte et j'adhère à ce que je suis, à partir de ce moment-là, je change. Je change parce qu'effectivement, il y a une réconciliation profonde en moi. C'est-à-dire que le « je suis comme je suis » n'est absolument pas une absence de mouvement. C'est au contraire un mouvement qui me rend de plus en plus vivant et surtout de plus en plus ouvert aux autres parce que je suis tranquille avec moi-même. Il y a une phrase qui est très belle de vous, là, je vais la dire, qui résume aussi ce que vous venez de dire, qui vous concerne. Juif d'origine kabyle, baignant dans un monde chrétien, je ne me laisse enfermer dans aucun dogme et en même temps, je suis fidèle à mes origines métissées, toujours en dialogue. C'est vraiment ça la clé. C'est important pour moi en tous les cas. Merci, effectivement, de rappeler cette phrase qui est très, très, qui est très touchante. Moi, j'ai trouvé en tout cas. Oui. Et en tout cas, qui est très moi. C'est ça, et qui peut aussi... nous sommes faits de beaucoup de choses, et là, on parle de nos histoires maintenant, mais il y a évidemment tous les aïeux, la culture, etc. Là, on partirait dans un chemin plus jungien, mais oui, c'est exactement. Vrai que tout cet inconscient par lequel nous sommes baignés. Alors, votre livre, et on en finira là, se termine par un livret qui est pratique, de près de 80 pages, je crois, de questions, pour un accompagnement du lecteur. Comment s'en servir ? Alors, cela m'a semblé important parce que vous voyez, ce livre, je l'ai donc bien écrit à partir de mon expérience, à la fois personnelle, à la fois de thérapeute, de psy. Et je me suis dit, au fur et à mesure que j'écrivais les différents chapitres, je me suis dit, c'est très bien, c'est intéressant. Moi, ça m'a intéressé en tous les cas. J'ai eu plaisir à écrire ce livre. Mais je me suis dit, il ne faut pas que ça reste lettre morte. Il ne faut pas que ça reste un petit peu abstrait. Et du coup, là aussi, dans ce livret pratique,
j'ai posé quelques questions. J'ai amené les personnes qui vont me lire, les lecteurs, les lectrices, à se poser des questions pratiquement les mêmes questions que celles que je pose à mes patients. Et petit à petit, je les amène à réfléchir, à illustrer, à se poser tel ou tel dilemme, à imaginer certains choix. Je les amène dans vraiment... J'ai envie de dire, je les conduis par la main presque, par des questions qui sont, somme toute, assez quotidiennes, assez simples auxquelles il faut répondre. Ça n'a rien à voir avec un travail d'introspection de notre inconscient. Mais voilà, se poser des questions du quotidien, de nos relations avec les uns, avec les autres, pour justement prendre conscience de l'importance de ne pas se trahir et l'importance de respecter l'autre pour mieux se respecter soi-même aussi. Donc c'est un cheminement, question après question, interrogation après interrogation, très pratico-pratique. Et alors ce qui est très drôle, dans mon entourage, quand j'ai offert ce livre, combien de fois des amis qui ont donc mon âge et qui ont donc des enfants d'une trentaine d'années ou d'une quarantaine d'années, donc la jeune génération par rapport à nous, s'est saisie du livre en travaillant, en ouvrant d'abord le livret pratique et en se disant « je vais d'abord faire le livret pratique et après je relirai ». Et donc c'est aussi une porte d'entrée tout à fait possible. Tout est libre. Ce n'est pas moi qui vais vous donner des injonctions. Oui, c'est ce qu'on a dit. Excellent. Merci infiniment, Nicole Prieur, à nous avoir permis de reconsidérer et de déculpabiliser, justement, et non pas culpabiliser, déculpabiliser la trahison. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi, est paru aux éditions Robert Laffont. Vous êtes également l'auteur, entre autres, de nombreux livres, comme par exemple Avoir confiance en soi sans se prendre la tête, Petit règlement de compte en famille, La famille, l'argent, l'amour, coécrit avec Bernard Prieur, et puis Nos enfants, par exemple, Ces petits philosophes, qui ceux-là sont chez Albin Michel. Alors nos auditeurs peuvent en savoir plus et vous retrouver sur votre site Parole de Psy, c'est www.paroledepsy.com. Merci infiniment. Merci à vous, Anne, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.